Chapitre 22. Dernier drame et grande nouvelle. Alvo était monté sur le château avant pour remplacer le maître d'équipage terrassé par la fatigue. D'une voix aussi ferme que possible, il distribuait des ordres aux marins accrochés aux rambardes, à peine capables de se traîner. Pigafetta, qui comptait parmi les survivants les plus solides, vint le rejoindre. Ma foi, dit-il au pilote, je croyais avoir fait quelques progrès en matière de navigation au cours de ce voyage, mais je dois dire que je ne comprends rien à ce que vous faites. Je remplace les rares bonnes voiles qui nous restent par des mauvaises. Les bonnes par des mauvaises. Je fais aussi dégager le trinquet pour qu'on voit bien qu'il a été cassé et qu'il est mal réparé. Et l'intérêt de tout cela? Stratagème, mon cher. Je vais vous expliquer afin que vos chroniques soient complètes. Le capitaine Delcano avait dû composer avec sa volonté farouche. Il lui avait bien fallu admettre que, même au prix d'un rationnement plus rigoureux encore, les vivres qui lui restaient ne lui permettraient pas d'atteindre les îles espagnoles des Canaries. L'équipage, qui n'avait même plus la force de grommeler, allait, dans les 2 ou 3 jours qui suivraient, sombrer dans la léthargie, et les hommes, un à un, inexorablement, mourraient, soit de la maladie, soit de soif et de faim. Mais cela signifiait-il que le choix n'était qu'entre la mort et l'emprisonnement dans les geôles portugaises? C'est alors que Delcano avait imaginé une fable à l'intention des autorités de Santiago, le port des îles portugaises du Cap-Vert le plus proche. La Victoria devait se couvrir de voiles en haillons et mettre en lumière les brisures de ses mâts et les brèches de sa coque. Il fallait que l'on croie qu'elle avait été victime d'une épouvantable tempête. Un rôle qu'elle pouvait aisément jouer, elle qui avait affronté tant de gros temps. Ensuite, il suffirait de dire aux Portugais qu'elle avait été détournée de sa route vers les terres espagnoles d'Amérique et rejetée sur la côte africaine. Le roi du Portugal n'avait condamné l'armada de Magellan qu'en raison de son intrusion dans ce qu'il considérait comme son domaine réservé. Mais rien n'interdisait aux Portugais de secourir, au nom de la solidarité qui unit tous les marins du monde, un pauvre navire qui n'avait en rien provoqué la colère de leur souverain. Delcano rassembla les rescapés sur le pont. Nous étions 4 nefs, leur dit-il, vous m'entendez, 4 nefs. Il faut que vous racontiez tous la même chose. 3 d'entre elles ont pu repartir vers l'Espagne. Mais nous, la 4e, nous avions subi trop de dommages. Nous sommes à l'agonie. Nous demandons à acheter du riz et de l'eau, et nous payons avec de l'or. Pour rien au monde les Portugais ne doivent soupçonner que nos cales sont pleines de girofles. Puis le capitaine appela ceux qui devraient se rendre à terre. Juan Martin, Hernán Lopez, Gregorio Garcia, Ripard. On envoie les plus malades, grogna Ripard, le charpentier français en descendant dans la chaloupe. Mais bien sûr, répliqua Delcano, vous n'aurez qu'à montrer vos gencives aux Portugais pour qu'ils croient votre histoire. La chaloupe partit en direction du port, cependant que la Victoria en restait assez éloignée, comme incapable de manœuvrer, pitoyable avec son gréement déchiqueté. La ruse réussit. La chaloupe revint, chargée de vivres et surtout d'eau, de la bonne eau fraîche, la vie. Le capitaine Delcano est un homme remarquable, dit Alvo à Pigafetta. Et comme celui-ci ne répondait pas, vous êtes injuste avec lui, chevalier, reprit le pilote, en vidant son gobelet à pleine gorgée. Ce n'est pas n'importe quel marin, celui qui est parvenu à franchir le cap des tempêtes avec ce vieux rafiot. Et voyez comme nos hommes l'estiment et le respectent, après avoir enduré ce qu'ils ont enduré. Imaginez combien d'ordres justes ce résultat représente. Voulez-vous le fond de ma pensée? Delcano a su se hausser à la hauteur de Magellan. Oh, regardez, s'écria Pigafetta, la chaloupe revient déjà. Fera-t-elle un 3e voyage? Ce fut de l'eau encore et des vivres, parmi lesquels figuraient des fruits qui reçurent le meilleur accueil. Le débarquement fut marqué par une animation joyeuse, un va-et-vient d'hommes à travers les cales, et la chaloupe repartit. Mais cette fois elle ne revint pas. On l'attendit longtemps. Sans quitter du regard le port de Santiago, Delcano arpentait le pont impatient, le front barré d'un pli soucieux. « Alvo !» s'écria-t-il tout à coup. « Que voyez-vous là-bas ? Un gros navire. Les Portugais sont en train de hisser les voiles. Exact. Mais nous les devancerons. Ils ne nous auront pas. Et les mains en porte-voix, parez à virer !» Les ordres du capitaine furent rapidement exécutés.
La Victoria gagna la haute mer. Elle s'était éloignée si vite des îles du Cap-Vert que le navire portugais, s'il avait eu l'intention de la poursuivre, renonça à son projet. Le soir de cette mémorable journée, comme Pigafetta semblait ne pas vouloir se détacher de la table où il rédigeait ses chroniques, le capitaine se rendit auprès de lui. « Je sais que vous aimez les précisions, lui dit-il. Vous pouvez noter que 13 de nos hommes ont été retenus prisonniers par les Portugais. Nous ne sommes plus que 18 à bord. Merci, capitaine, dit Pigafetta, sans lever la tête. Chevalier, je n'ai pas à justifier mes actions auprès de vous. Bien sûr que non, capitaine. Mais j'ai mené mon enquête et j'ai la preuve que j'ai bien fait de lever l'ancre. Oui, l'un de nos hommes a emporté un petit sac de clous de girofle, la 3e fois, pour le 3e voyage, pour trafiquer à titre personnel, pour s'acheter de l'eau de vie. Vous m'écoutez ou non, chevalier? Le mousse Juan de Santander l'a vu, il m'a tout raconté. Des girofles, je vous dis. Les Portugais ont tout de suite compris d'où nous venions. Capitaine, quel jour sommes-nous? Comment? Vous n'êtes pas bien ou quoi, chevalier? Vous avez le regard ailleurs. Vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Dites-moi quel jour nous sommes, je vous écouterai. Le mercredi 9 juillet. Non, capitaine, nous sommes le jeudi 10 juillet. Nos hommes de la chaloupe me l'ont annoncé à leur premier retour. Je leur ai recommandé à tous de vérifier. À leur deuxième retour, ils ont été formels. Pour tous les Portugais de Santiago, c'est aujourd'hui le jeudi 10 juillet. Il y a quelque part une erreur. Nous consulterons le journal de bord. C'est fait, capitaine. Alvo s'en est chargé. Le journal de bord donne les mêmes dates que mon journal, à savoir mercredi 9 pour aujourd'hui, alors que nous sommes le jeudi 10. Le journal de bord est sûr, dit Delcano, incrédule. Capitaine, 13 de nos compagnons ont été retenus aux îles du Cap-Vert. J'ai consigné ce drame dans mes cahiers. Mais à quelle date l'enregistrer? J'ai donc noté aussi cette grande nouvelle, à savoir que lorsqu'on navigue d'est en ouest et qu'on fait le tour de la Terre, on gagne un jour. Je cherchais la meilleure façon d'exprimer cela quand vous êtes arrivé. C'est étrange, c'est incroyable. À mon avis, capitaine, les controverses que va soulever ce phénomène seront nombreuses, et elles dureront encore lorsque nos meilleurs prisonniers regagneront l'Espagne. Chapitre 23. Victoire. La brave petite nef, l'unique survivante de la fière armada, méritera-t-elle jusqu'au bout son nom qui sonne comme un cri d'espoir? Victoria, la Victoria. Les rescapés imaginent les cris qui jailliront des foules rassemblées au port de Sanlúcar, puis sur les rives du Guadalquivir et à Séville. Mais comme ils sont durs les derniers jours du voyage. Pour fournir les ultimes efforts qui maintiennent à flot leur navire en perdition, pour survivre, les marins poussent la vaillance jusqu'à l'héroïsme. La manœuvre d'une caravelle de 85 tonneaux comme la Victoria nécessite un équipage d'environ 50 hommes. Ils ne sont plus que 18 à bord, dont un chroniqueur. 50 hommes pour faire le point, indiquer la route, tenir la barre, jeter le loch, hisser ou serrer les voiles, tendre les cordages, grimper au mât, entretenir la hune. Or, pour effectuer ce travail, ils ne sont pas 18, pas même 17, car l'eau ne cesse de s'infiltrer dans les cales et bon nombre d'entre eux sont employés à écoper. Les pompes fonctionnent nuit et jour. Les hommes ne dorment plus guère. Ils sont amaigris, affaiblis. Tout leur corps n'est que douleur. Ils sont malades. Mais ils tiennent. Ils tiennent 56 jours. Et le 4 septembre 1522, enfin, hurrah, la terre est en vue. C'est la pointe méridionale du Portugal, le cap Saint-Vincent. Après tant de continents, c'est l'Europe, la péninsule ibérique. Et déjà, la patrie pour les deux seuls rescapés portugais. L'un qui, avec ses 38 ans, compte parmi les plus âgés de l'équipage, l'autre parmi les plus jeunes, un mousse d'une vingtaine d'années. On double le rocher escarpé qui marque le cap. La côte défile à bâbord 2 jours durant. 2 jours encore, aux pompes et aux voiles. Et voilà Sanlúcar des Barrameda. Aucune acclamation n'accueille la petite nef. On ne peut pas dire cependant qu'elle accoste dans l'indifférence générale. Elle est en si piteux état. Elle suscite la pitié. Une embarcation se dirige vers elle, et la compassion de ceux qui l'occupent redouble lorsqu'ils découvrent l'état de délabrement physique dans lequel se trouve l'équipage. Mais que raconte donc le capitaine? Nous avons fait le tour du monde. Qu'est-ce que cela signifie? Le malheureux aurait-il perdu la raison? Et qui est ce Magellan dont il parle?
Quelques-uns se souviennent enfin de l'expédition partie en 1519. On n'en avait jamais plus entendu parler. Et c'est si long, 3 ans. Il faudra quelques heures encore pour que l'intérêt renaisse et que chacun prenne conscience de l'exploit réalisé par ces 18 êtres fantomatiques. Pour l'heure, il convient de les nourrir, de les gâter, de les choyer. On les régale des mets les plus savoureux et des meilleurs vins andalous. Après quoi, ils dorment comme ils n'ont pas dormi depuis longtemps. Le jour suivant, Delcano envoie un message au roi Charles, qui est devenu l'empereur Charles Quint, pendant que Magellan et lui faisaient flotter son oriflamme espagnol sur toutes les mers du monde. Puis la Victoria remonte le Guadalquivir. La nouvelle de son retour s'est répandue. Nombreux sont les paysans qui délaissent un instant leurs outils ou leurs troupeaux pour les applaudir. Au loin apparaît enfin la Giralda, la grande tour blanche dont les voyageurs ont si souvent rêvé. Nous sommes le 8 septembre 1522. La caravelle fait dans Séville une entrée digne de ses prouesses. Comme aux heures les plus fortes du voyage, elle fait retentir une salve, elle revient au port comme elle en est partie, au son du canon. Les quais grouillent de curieux. Combien d'extraordinaires aventures ces revenants n'ont-ils pas à raconter? Au terme d'une odyssée de plus de 3 ans? Souvenez-vous, ils sont partis le 10 août 1519. Ont-ils trouvé des terres nouvelles, des épices, de l'or, des pierres précieuses, des races inconnues d'êtres humains, des dragons, des tarasques, des animaux fabuleux? Comme ils sont exténués, ces pauvres marins, on voudrait se les partager pour les soigner, les écouter, les réconforter. Chacun voudrait avoir le sien, mais les rescapés résistent aux bras amicaux, prêts à les accueillir. L'équipage reste groupé autour de son capitaine. Ces 18 hommes ont un devoir sacré à remplir. Le lendemain, le mardi 9 septembre, ils se rassemblent dans la rue. Ils sont en chemise, pieds nus, chacun porte un cierge à la main et, dans cette tenue, ils fendent la foule silencieuse pour se rendre à Sainte-Marie de la Victoire. C'est dans cette église qu'ils ont entendu la messe avant leur départ. Ils étaient alors si nombreux, si fervents, si pleins d'espoir autour de la bannière royale que tenait d'une main ferme Magellan. Aujourd'hui, 18 hommes remercient Dieu de leur avoir permis de revenir. Ils disent ensuite la prière des morts pour leurs compagnons disparus. Combien d'images ne voient-ils pas défiler derrière leurs paupières closes? Tant de corps torturés, dispersés tout autour de la terre. Puisse le Tout-Puissant se montrer miséricordieux et accueillir leurs âmes. Les organisateurs de l'expédition, membres de la Casa de la Contratación, assistent à cette émouvante cérémonie à l'issue de laquelle ils demandent à Delcano de leur rendre des comptes. Le capitaine comparaît devant eux sans la moindre gêne. L'épave flottante qu'il remet entre les mains ne contient-elle pas 520 quintaux d'épices? La valeur de cette cargaison dédommage les commanditaires de la perte de 4 de leurs nefs. Les bénéfices ne seront peut-être pas énormes, mais tous les frais de l'expédition seront couverts. Et quelle perspective d'avenir! Comment ne pas rêver d'une escadre qui se rendrait droit au but et ne perdrait aucune unité? Quelques jours plus tard, le capitaine Delcano reçoit de l'empereur une invitation à se rendre à Valladolid, accompagné de 2 hommes ayant participé au grand voyage autour du monde. Au cours des 3 précédentes années, Charles Quint a été fort occupé. Il a vécu le plus souvent en Allemagne, ce qui a beaucoup déplu au peuple espagnol. Il n'est revenu à Valladolid que 2 mois plus tôt, au mois de juillet. Aussi n'est-il pas mécontent de montrer qu'il est un monarque éclairé. N'est-ce pas lui qui a permis l'organisation de l'expédition? N'a-t-il pas bien travaillé pour la grandeur de l'Espagne? C'est avec beaucoup de cérémonie que Juan Sebastián Delcano, Francisco Alvo et Pigafetta sont reçus au palais. Ensemble, les 3 hommes s'inclinent devant le trône occupé par ce même jeune homme à la mâchoire saillante qui, 3 ans plus tôt, à la même place, a fait Magellan chevalier de l'ordre de Saint-Jacques. Puis le capitaine raconte l'Odyssée. Sur les événements qui ont retardé l'expédition du côté de la Patagonie, il est bref. De Magellan, il parle peu, très peu. Mais il se montre intarissable sur la richesse et la beauté des Moluques. En dépit des difficultés énormes qu'il a rencontrées et surmontées, le narrateur pense que ce voyage est riche d'enseignements pour qui voudrait s'implanter dans ces îles fortunées. Charles Quint récompense Delcano en lui accordant une pension de 500 ducats et le titre de chevalier.
Les armes qui accompagnent ce titre sont chargées, et même surchargées de symboles. Sous un casque, on peut voir des tiges de cannelle, des noix de muscade, des clous de girofle, et, au-dessus du casque, un globe terrestre porte cette devise. Primus circum dedisti me, toi, le premier, tu as fait le tour de moi. Notre capitaine s'est taillé la part belle, murmure Alvo à l'oreille de Pigafetta, lorsque celui-ci le rejoint, après avoir remis son journal à l'empereur. Les jours prochains lui seront moins favorables, réplique le chevalier. Que voulez-vous dire? Si vite que nous soyons passés à Séville, vous avez eu le temps d'apprendre que le retour de San Antonio a été suivi d'un procès. Mais c'est de l'histoire ancienne, cela remonte à 2 ans. Maintenant que nous sommes là, il va falloir revoir ce dossier. Je fais confiance à l'habileté de notre capitaine, laisse échapper Alvo, qui avait été plutôt du côté des rebelles à San Julian. Et moi, je fais confiance à la justice. Quoi qu'il en soit, ajoute Pigafetta, je m'emploierai à faire éclater la vérité. La Victoria a été accueillie comme un navire glorieux, dont le voyage représente le plus grand espoir qui ait jamais été réalisé depuis la création du monde. Eh bien, cet exploit, c'est l'œuvre de Magellan. Je ne cesserai jamais de le répéter.